Le 15 septembre 2019, Sarah Dumont, une étudiante de 19 ans en géologie à l'université de Grenoble, disparaît lors d'une expédition académique dans les Alpes françaises. 14 jours plus tard, quand les équipes de secours la retrouvent enfin, vivante, mais dans un état critique, ils découvrent gravé sur une pierre un message qui bouleverse complètement leur compréhension de cette affaire. Car Sarah ne s'était pas perdue par accident. Elle avait découvert quelque chose qui mettait sa vie en danger, quelque chose de si grave qu'elle avait préféré risquer de mourir seule dans la montagne plutôt que de retourner avec son groupe. Mais qu'avait-elle découvert exactement? Et pourquoi cette révélation allait-elle exposer un réseau criminel qui opérait depuis des années sous couvert d'expéditions universitaires? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun cas nouveau. Et dites-nous dans les commentaires de quel pays et quelle ville vous nous regardez. Nous sommes curieux de savoir où notre communauté est répandue dans le monde. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. L'université de Grenoble jouit d'une réputation excellente dans le domaine des sciences de la Terre. Située au cœur des Alpes françaises, elle offre à ses étudiants un accès privilégié aux formations géologiques les plus spectaculaires d'Europe. Le département de géologie, dirigé par le professeur Laurent Marchand depuis 8 ans, organise régulièrement des expéditions pédagogiques dans la région, permettant aux étudiants d'observer directement sur le terrain les phénomènes qu'ils étudient en cours magistraux. Sarah Dumont avait toujours été passionnée par les sciences de la Terre. Née à Annecy en 2000, elle avait grandi dans une famille modeste mais aimante. Sa mère, Marie Dumont, travaillait comme infirmière au centre hospitalier d'Annecy, tandis que son père, décédé dans un accident de voiture quand Sarah avait 15 ans, était mécanicien dans un garage local. Cette tragédie familiale avait renforcé les liens entre la mère et la fille, et Marie s'était saignée aux 4 veines pour permettre à Sarah de poursuivre ses études supérieures. L'adolescente avait toujours montré une intelligence remarquable et une curiosité insatiable pour le monde naturel. Pendant ses années de lycée au lycée Berthollet d'Annecy, elle excellait particulièrement en mathématiques, physique et sciences de la vie et de la terre. Ses professeurs la décrivaient comme une élève brillante, méthodique et déterminée, avec un sens aigu de l'observation qui la prédestinait aux sciences expérimentales. Quand Sarah intégra l'université de Grenoble en septembre 2018 pour y étudier la géologie, elle était déterminée à réussir non seulement pour elle-même, mais aussi pour honorer la mémoire de son père et récompenser les sacrifices de sa mère. Elle se distingua rapidement par son sérieux et sa passion pour la discipline, obtenant d'excellentes notes dès sa première année. Le professeur Laurent Marchand remarqua très vite le potentiel exceptionnel de Sarah. Âgé de 45 ans, cet homme charismatique dirigeait le département avec autorité et jouissait d'une reconnaissance internationale pour ses recherches sur la pétrogenèse alpine. Diplômé de l'école normale supérieure et titulaire d'un doctorat de l'université Pierre et Marie Curie, il avait publié de nombreux articles dans les revues scientifiques les plus prestigieuses et était régulièrement consulté par l'industrie minière pour son expertise. Marchand sélectionnait personnellement les étudiants qui participaient aux expéditions les plus avancées, privilégiant ceux qui montraient à la fois d'excellents résultats académiques et une véritable passion pour le terrain. Sarah fut choisie dès sa 2e année pour participer à plusieurs sorties, ce qui était exceptionnel pour une étudiante de son niveau. Les expéditions organisées par Marchand étaient réputées pour leur qualité pédagogique, mais aussi pour leur exigence physique. Elles duraient généralement entre 3 et 5 jours et menaient les étudiants dans des zones reculées des Alpes, souvent accessibles uniquement à pied après plusieurs heures de marche. Le professeur insistait sur l'importance de l'autonomie en montagne et exigeait de ses étudiants qu'ils maîtrisent les techniques de base de l'alpinisme et de la survie. Ces expéditions avaient un autre avantage. Elles permettaient à Marchand d'évaluer le potentiel de ses étudiants dans des conditions réelles et d'identifier ceux qui pourraient poursuivre en master puis en doctorat sous sa direction.
Plusieurs de ces anciens étudiants occupaient désormais des postes importants dans l'industrie minière ou la recherche académique, ce qui renforçait le prestige du département et attirait les meilleurs candidats. Sarah avait participé à sa première expédition en avril 2019 dans le massif de Beldon. Elle avait été impressionnée par les connaissances encyclopédiques de Marchand et par sa capacité à identifier instantanément les minéraux les plus rares. Le professeur avait une collection personnelle impressionnante qu'il exposait parfois dans son bureau et il encourageait ses étudiants à constituer leur propre collection pour développer leur œil géologique. Cependant, au fil des mois, Sarah avait commencé à remarquer certains détails troublants. Lors de cette première expédition, elle avait observé que Marchand prélevait discrètement certains échantillons qu'il ne montrait pas au groupe et qu'il rangeait dans un sac à part. Quand elle lui avait demandé de quoi il s'agissait, il avait expliqué qu'il s'agissait d'échantillons destinés à ses recherches personnelles, ce qui lui avait paru logique sur le moment. Au cours de l'été 2019, Sarah avait travaillé comme guide bénévole au musée d'histoire naturelle de Grenoble pour améliorer ses connaissances en minéralogie. C'est là qu'elle avait rencontré le docteur Henri Valois, ancien professeur de géologie à la retraite et spécialiste reconnu des minéraux alpins. Valois lui avait appris à identifier les variétés les plus rares et les plus précieuses, notamment certains cristaux de quartz et de fluorite qui pouvaient atteindre des valeurs considérables sur le marché des collectionneurs. Cette formation supplémentaire avait aiguisé l'œil de Sarah et développé sa capacité d'observation. Elle avait également appris que le commerce de minéraux rares était strictement réglementé dans les parcs nationaux et que certaines zones étaient complètement protégées avec interdiction formelle de tout prélèvement. L'expédition du 15 septembre 2019 était particulière à plusieurs égards. D'abord, elle était organisée en début d'année universitaire, ce qui était inhabituel car Marchand préférait généralement attendre que les nouveaux étudiants aient acquis quelques bases théoriques avant de les emmener sur le terrain. Ensuite, le groupe était plus restreint que d'habitude, seulement 6 étudiants, tous de 2e ou 3e année, triés sur le volet. Outre Sarah, le groupe comprenait Julien Ravet, un étudiant de 3e année passionné de cristallographie, Émilie Carnot et Lucas Morvan, tous deux en 2e année comme Sarah, ainsi que Thomas Blanchard et Camille Girard, également en 3e année. Tous avaient été personnellement sélectionnés par Marchand et avaient déjà participé à plusieurs expéditions précédentes. La destination choisie était une zone reculée du parc national des Écrins, près du refuge de l'Aigle, accessible uniquement après 4 heures de marche depuis la dernière route carrossable. Cette région était réputée pour la richesse de ses formations minéralogiques, mais elle était aussi strictement protégée, avec des règles très strictes concernant les prélèvements. Le rendez-vous était fixé à 6 heures du matin devant l'université. Marchand conduisait un van Mercedes Vito de couleur blanche, suffisamment spacieux pour transporter le groupe et tout l'équipement nécessaire. Chaque étudiant portait un sac à dos contenant ses affaires personnelles, son matériel de géologie et ses provisions pour 3 jours. Marchand avait insisté pour que chacun emporte également un équipement de bivouac complet, expliquant que les conditions météorologiques en montagne pouvaient changer rapidement et qu'il fallait toujours être préparé à passer une nuit supplémentaire en altitude. Le trajet jusqu'au point de départ de la randonnée dura environ 2 heures et demie. Marchand était de bonne humeur et expliquait aux étudiants les objectifs pédagogiques de l'expédition. Observation des formations cristallines dans les schistes métamorphiques, analyse des processus d'altération en altitude et collecte d'échantillons représentatifs pour les travaux pratiques du semestre. Sarah était assise à l'arrière du van, près de la fenêtre, et observait le paysage défiler. Elle avait remarqué que Marchand avait chargé plusieurs caisses supplémentaires dans le véhicule qu'il avait rangé sous une bâche à l'arrière. Quand Julien lui avait demandé ce que contenaient ces caisses, le professeur avait répondu qu'il s'agissait d'équipements de mesure spécialisés pour ses recherches personnelles. Ils arrivèrent au parking du lieu-dit Les Clos vers 8h45. L'endroit était désert, ce qui n'était pas surprenant un dimanche matin de septembre. La saison touristique estivale était terminée et les randonneurs occasionnels se faisaient rares. Seules quelques voitures étaient garées
appartenant probablement à des alpinistes partis très tôt pour des courses en haute montagne. Marchand supervisa personnellement la répartition de l'équipement entre les étudiants. Il avait apporté du matériel de mesure sophistiqué, spectromètre portable, GPS de précision, appareil photo numérique haute résolution avec objectif macro pour la photographie de cristaux. Il distribua également à chaque étudiant une radio VHF, insistant sur l'importance de rester en contact permanent avec le groupe. La météo était favorable, ciel dégagé, température douce pour la saison, vent faible. Les prévisions annonçaient cependant un changement possible en fin de journée avec l'arrivée d'un front nuageux par l'ouest. Marchand vérifia une dernière fois l'équipement de chacun et donna ses dernières consignes. Rester groupés, ne pas s'éloigner du sentier balisé sans autorisation, signaler immédiatement toute observation intéressante. Le départ fut donné à 9h15 précise. Le sentier montait régulièrement à travers une forêt de mélèzes et d'épicéas, offrant par moments des échappées magnifiques sur les sommets environnants. Sarah marchait en milieu de groupe, derrière Émilie et devant Lucas. Elle profitait de la montée pour réviser mentalement ses connaissances sur les formations géologiques de la région, qu'elle avait étudiées en détail avant le départ. Après 2 heures de marche, le groupe atteignit la limite de la végétation arborée. Le paysage changeait radicalement. Fini les sentiers ombragés de la forêt. Place aux pelouses alpines parsemées d'éboulis et de chaos rocheux. Les formations géologiques devenaient directement observables et Marchand commença à s'arrêter régulièrement pour commenter tel ou tel affleurement remarquable. C'est lors du premier arrêt important, vers 11h30, que Sarah fit une observation qui allait changer le cours de sa vie. Pendant que Marchand expliquait au groupe les processus de métamorphisme ayant affecté les roches de la région, elle remarqua qu'il prélevait discrètement un échantillon particulièrement beau d'un minéral qu'elle identifia immédiatement comme de la fluorite violette de qualité exceptionnelle. Cette fluorite présentait des cristaux parfaitement formés, d'une pureté et d'une couleur remarquables. Sarah savait, grâce à sa formation au musée avec le docteur Valois, que ce type d'échantillon pouvait valoir plusieurs milliers d'euros sur le marché des collectionneurs. Elle savait aussi que le prélèvement de tels spécimens était strictement interdit dans un parc national et passible d'amendes importantes. Sur le moment, elle ne dit rien, préférant observer discrètement le comportement de son professeur. Elle remarqua qu'il rangeait cet échantillon dans un sac spécial, différent de celui utilisé pour les échantillons pédagogiques destinés aux étudiants. Elle nota également qu'il photographiait méticuleusement le spécimen avec son appareil personnel, sous plusieurs angles et avec différents éclairages. L'ascension se poursuivit sans incident notable. Le groupe atteignit le refuge de l'Aigle vers 13h15 et s'installa pour le déjeuner. Le refuge était fermé hors saison, mais Marchand avait les clés, expliquant qu'il avait un accord avec les gardiens pour utiliser les installations dans le cadre de ses recherches universitaires. Pendant le repas, Sarah observa attentivement les interactions entre Marchand et les autres étudiants. Elle remarqua que le professeur posait beaucoup de questions sur les projets d'avenir de chacun, s'intéressant particulièrement à ceux qui envisageaient de poursuivre en master recherche. Il semblait également évaluer leur niveau de connaissance en minéralogie et leur capacité à identifier les spécimens les plus rares. Après le déjeuner, le groupe repartit vers les sites d'observation de l'après-midi. C'est là que les choses commencèrent à prendre une tournure inquiétante. Marchand annonça qu'il souhaitait emmener les étudiants dans une zone qu'il qualifiait de très spéciale, accessible uniquement par un sentier non balisé qu'il était le seul à connaître. Cette zone se trouvait dans un cirque glaciaire isolé, à environ 1 heure de marche du refuge. Le sentier, s'il méritait ce nom, était effectivement très difficile à suivre et serpentait entre des éboulis instables et des barres rocheuses. Marchand ouvrait la marche avec assurance, manifestement très familier du terrain. Quand ils atteignirent finalement le cirque en question, vers 15h30, Sarah comprit immédiatement pourquoi Marchand tenait tant à emmener ses étudiants dans cet endroit. Les formations minéralogiques y étaient d'une richesse extraordinaire. Partout où portait le regard, on pouvait observer des cristaux de qualité exceptionnelle.
quartz fumé, feldspathe roses, micas argentés, et surtout une quantité impressionnante de fluorite sous toutes ses formes et dans toutes ses couleurs. C'était un véritable Eldorado pour un collectionneur de minéraux. Sarah estima qu'un prélèvement même modeste dans cette zone pourrait représenter une valeur de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Elle comprit également que cette zone était probablement inconnue des autorités du parc national, sans quoi elle aurait été étroitement surveillée ou même fermée au public. Marchand laissa les étudiants explorer librement le cirque pendant 1 heure, les encourageant à observer et à photographier, mais en insistant sur l'interdiction formelle de prélever quoi que ce soit. Il expliqua que cette zone était particulièrement sensible d'un point de vue environnemental et qu'il fallait la préserver pour les générations futures. Pendant que ses camarades s'extasiaient devant la beauté des formations, Sarah observa discrètement le comportement de Marchand. Elle le vit se diriger vers un amas rocheux particulier au fond du cirque et commencer à prélever méthodiquement plusieurs spécimens de grande valeur. Il travaillait avec des outils professionnels, burins de précision, pinceaux, emballage spécialisé pour protéger les cristaux les plus fragiles. La jeune fille réalisa soudain l'ampleur de ce qui se passait sous ses yeux. Son professeur, un homme respecté et reconnu dans sa discipline, était en train de piller systématiquement un site géologique protégé. Et pire encore, il utilisait ses expéditions pédagogiques comme couverture pour ses activités illégales. Sarah se souvint alors de certaines conversations qu'elle avait eues avec d'anciens étudiants du département. Plusieurs d'entre eux avaient mentionné des camarades brillants qui avaient mystérieusement abandonné leurs études ou avaient été orientés vers d'autres universités après avoir participé aux expéditions de Marchand. À l'époque, elle avait pensé qu'il s'agissait simplement d'étudiants qui avaient découvert que la géologie ne leur convenait pas finalement. Mais maintenant, à la lumière de ce qu'elle observait, ces départs prenaient une signification beaucoup plus inquiétante. Et si ces étudiants avaient découvert ce qu'elle était en train de découvrir? Et si leur départ n'avait pas été aussi volontaire qu'on le prétendait? Cette pensée la glaça d'effroi. Elle réalisa qu'elle se trouvait dans une situation extrêmement dangereuse, seule avec un homme qui n'hésitait pas à violer la loi et qui avait peut-être déjà fait disparaître d'autres témoins gênants. Elle devait absolument trouver un moyen de sortir de cette situation sans éveiller les soupçons. Vers 16h45, alors que le groupe se préparait à quitter le cirque pour rejoindre le refuge où il devait en passer la nuit, Sarah prétexta un besoin naturel pour s'éloigner discrètement. Elle se dirigea vers un chaos rocheux situé à l'écart, d'où elle pouvait observer Marchand sans être vue. Ce qu'elle découvrit là dépassait ses pires craintes. Le professeur était en train de charger dans un sac à dos militaire de grande capacité une quantité impressionnante de spécimens de minéraux. Il travaillait avec une efficacité qui trahissait une longue habitude, emballant chaque cristal avec un soin méticuleux et référençant chaque prélèvement sur un carnet étanche. Mais ce qui choqua le plus Sarah, ce fut de découvrir que Marchand n'était pas seul. Un homme qu'elle ne connaissait pas était en train de l'aider à charger les échantillons. Cet inconnu, âgé d'une 40aine d'années, portait des vêtements civils, mais se déplaçait avec une discrétion et une efficacité qui évoquaient un militaire ou un agent de sécurité. Sarah tendit l'oreille et réussit à saisir quelques bribes de leur conversation. L'inconnu s'appelait apparemment Vincent et semblait être le contact de Marchand pour l'écoulement des minéraux volés. Il mentionnait des clients suisses, prêts à payer des sommes importantes pour certains spécimens, particulièrement rares. Vincent évoquait aussi les précédentes livraisons et félicitait Marchand pour la qualité des échantillons fournis lors des expéditions précédentes. Il était question de sommes qui firent tourner la tête à Sarah. Plusieurs dizaines de milliers d'euros pour certains lots de cristaux. La conversation prit ensuite une tournure beaucoup plus inquiétante. Vincent demanda à Marchand s'il était sûr de ses étudiants et si aucun d'eux ne risquait de poser des questions gênantes. Le professeur répondit qu'il gérait la situation comme d'habitude et que les étudiants trop curieux trouvaient généralement une orientation professionnelle dans d'autres régions.
Sarah sentit son sang se glacer quand Vincent évoqua le cas d'Antoine Lefebvre, un étudiant brillant qui avait disparu 6 mois plus tôt lors d'une expédition dans le massif du Mont Blanc. Officiellement, Antoine avait fait une chute mortelle dans une crevasse et son corps n'avait jamais été retrouvé. Mais d'après leur conversation, il semblait qu'Antoine avait en réalité découvert le trafic de marchands et qu'il avait fallu résoudre le problème de manière définitive. La jeune fille réalisa avec horreur qu'elle était en train d'écouter 2 hommes discuter tranquillement d'un meurtre et qu'elle-même était probablement la prochaine sur leur liste si elle découvrait leur secret. Elle devait absolument trouver un moyen de s'échapper, mais comment faire sans éveiller leurs soupçons? C'est alors qu'une idée germa dans son esprit. La météo, qui avait été clémente toute la journée, commençait à se dégrader. Des nuages arrivaient par l'ouest et le vent se levait. Elle se souvenait que Marchand avait mentionné la possibilité d'un changement de temps en fin de journée. Si elle arrivait à se perdre accidentellement pendant une tempête, elle pourrait peut-être gagner du temps et trouver un moyen d'alerter les autorités. C'était risqué. Mais elle n'avait pas d'autre choix. Elle connaissait suffisamment la montagne pour survivre quelques jours en autonomie, et elle préférait courir le risque de mourir de froid ou de faim plutôt que de finir comme Antoine. Sarah regagna discrètement le groupe et attendit le moment propice. Vers 17h15, alors qu'ils redescendaient vers le refuge par le sentier difficile, la météo se dégrada brutalement. En quelques minutes, des nuages épais envahirent la vallée et une pluie froide commença à tomber. La visibilité se réduisit rapidement et le groupe dut ralentir son allure. C'est à ce moment que Sarah mit son plan à exécution. Profitant d'un passage particulièrement délicat où chacun était concentré sur ses appuis, elle s'écarta discrètement du sentier et se dissimula derrière un énorme rocher. Elle laissa passer le groupe et attendit que les voix s'éloignent avant de se déplacer. Elle savait qu'il s'apercevrait rapidement de sa disparition, mais elle comptait sur la dégradation météorologique pour rendre les recherches difficiles. Son plan était de se cacher dans la région jusqu'à ce qu'elle puisse redescendre vers la vallée et alerter les autorités. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que sa disparition allait déclencher une des opérations de secours les plus importantes de l'année dans les Alpes françaises, et que sa survie dépendrait autant de sa détermination que de sa connaissance de la montagne. Les premières heures furent les plus difficiles. La pluie se transforma rapidement en neige fondue, puis en véritable tempête de neige. La température chuta brutalement et la visibilité devint quasi nulle. Sarah réalisa qu'elle venait de prendre la décision la plus dangereuse de sa vie, mais il était trop tard pour reculer. Heureusement, ses années de randonnée avec son père et sa formation en géologie lui avaient donné de solides bases en survie en montagne. Elle savait qu'en altitude, l'hypothermie était le danger le plus immédiat et qu'elle devait absolument trouver un abri pour passer la nuit. Elle explora méthodiquement la zone rocheuse où elle s'était cachée et finit par découvrir une anfractuosité suffisamment profonde pour la protéger du vent et de la neige. Ce n'était pas un abri idéal, mais cela devrait suffire pour survivre aux premières heures critiques. Sarah s'installa du mieux qu'elle put dans cette cavité naturelle, utilisant son sac à dos comme isolant du sol et se blottissant dans son sac de couchage. Elle rationna immédiatement ses provisions, consciente qu'elle ne savait pas combien de temps elle devrait tenir en autonomie. Pendant cette première nuit épouvantable, battue par la tempête et transie de froid, Sarah eut tout le temps de réfléchir à sa situation. Elle était certaine que Marchand avait donné l'alerte et que des équipes de secours la cherchaient déjà. Mais elle savait aussi que le professeur ferait tout pour orienter les recherches et s'assurer qu'elle ne soit jamais retrouvée vivante. Son seul espoir était de survivre suffisamment longtemps pour pouvoir redescendre par ses propres moyens vers la vallée et alerter les autorités. Mais pour cela, elle devait d'abord attendre que la tempête se calme et qu'elle puisse s'orienter correctement. La tempête dura 3 jours complets. 3 jours pendant lesquels Sarah resta bloquée dans son abri de fortune, luttant contre le froid, la faim et surtout le découragement. Elle économisait ses provisions au maximum, se contentant de quelques biscuits et de gorgées d'eau par jour.
Elle avait de la chance car la neige lui fournissait une source d'eau inépuisable, qu'elle faisait fondre dans sa gourde métallique. Le 4e jour, le temps se calma enfin. Sarah put sortir de son abri et évaluer sa situation. Le paysage avait complètement changé. Tout était recouvert d'une épaisse couche de neige fraîche qui masquait les repères habituels. Elle était complètement désorientée et ne savait plus dans quelle direction se diriger. C'est alors qu'elle prit une décision qui allait s'avérer cruciale pour la suite des événements. Au lieu de tenter immédiatement de redescendre vers la vallée, elle décida de s'installer de manière plus durable dans la région et d'attendre une opportunité favorable pour s'échapper. Elle explora méthodiquement les environs et finit par découvrir un abri beaucoup plus confortable. Une grotte naturelle d'une dizaine de mètres de profondeur, sèche et relativement bien protégée des intempéries. Cette grotte se trouvait dans une zone très escarpée, difficile d'accès, ce qui réduisait les risques d'être découverte par Marchand ou ses complices. Sarah s'installa dans cette grotte et organisa sa survie de manière méthodique. Elle collecta du bois sec pour faire du feu, aménagea un coin couchage avec des branches de sapin et surtout, elle établit un système de récupération d'eau de pluie en utilisant sa bâche de bivouac. Pour la nourriture, la situation était plus compliquée. Ses provisions s'amenuisaient rapidement et elle devait absolument trouver d'autres sources d'alimentation. Heureusement, ses connaissances en botanique lui permirent d'identifier plusieurs plantes comestibles, myrtilles sauvages, racines de pissenlit, jeunes pousses de sapin qui contenaient de la vitamine C. Elle découvrit aussi un petit ruisseau à proximité de sa grotte, où elle réussit à pêcher quelques truites en utilisant des techniques de pêche primitives qu'elle avait apprises lors de stages de survie. Ce poisson constitua un apport protéique précieux qui l'aida à maintenir ses forces. Mais le plus difficile n'était pas la survie physique, c'était la lutte contre l'isolement et l'angoisse. Sarah passait de longues heures seule avec ses pensées, ressassant sans cesse les événements qui l'avaient menée dans cette situation. Elle pensait à sa mère, qui devait être folle d'inquiétude, aux équipes de secours qui la cherchaient probablement dans de mauvaises directions, et surtout à Antoine Lefebvre, dont elle était peut-être la seule à connaître le véritable sort. C'est pendant ces longues heures de réflexion qu'elle eut l'idée qui allait changer le cours des événements. Si elle ne pouvait pas alerter immédiatement les autorités, elle pouvait au moins laisser un témoignage de ce qu'elle avait découvert. Un témoignage qui pourrait être trouvé plus tard et qui permettrait de confondre Marchand, même si elle-même ne s'en sortait pas. Elle chercha dans sa grotte une pierre suffisamment tendre pour être gravée avec les outils rudimentaires dont elle disposait. Elle finit par trouver un bloc de schiste parfait, assez grand pour contenir un message détaillé mais suffisamment maniable pour être transporté. Pendant plusieurs jours, Sarah travailla méthodiquement à graver son message sur cette pierre. Elle utilisa la pointe de son couteau de poche, des clous qu'elle avait dans son kit de réparation et même des fragments de quartz particulièrement durs qu'elle avait trouvés dans la grotte. Le message qu'elle grava était précis et détaillé. Elle y décrivait exactement ce qu'elle avait observé dans le cirque, la conversation qu'elle avait surprise entre Marchand et Vincent, et ses soupçons concernant la mort d'Antoine Lefebvre. Elle donnait également les coordonnées GPS approximatives de la zone où se trouvait le site de prélèvement illégal. Ce travail de gravure l'occupa pendant plusieurs jours et l'aida à lutter contre le découragement. Elle avait l'impression de faire quelque chose d'utile, de préparer sa vengeance contre ceux qui avaient détruit la vie d'Antoine et qui tentaient maintenant de détruire la sienne. Pendant qu'elle gravait son témoignage, Sarah gardait un œil attentif sur les alentours. Plusieurs fois, elle avait entendu des hélicoptères survoler la région, probablement des équipes de secours qui la cherchaient. Mais elle résistait à la tentation de se signaler, sachant que Marchand influençait probablement les recherches pour s'assurer qu'elle ne soit jamais retrouvée vivante. Au 8e jour de sa disparition, elle eut une frayeur terrible. Depuis sa grotte, elle aperçut 2 silhouettes qui évoluaient dans la vallée en contrebas, fouillant méthodiquement la zone avec des jumelles et des détecteurs. L'une de ces silhouettes correspondait à la corpulence de Marchand.
Sarah comprit qu'ils ne faisaient pas partie des équipes de secours officielles, mais qu'ils menaient leurs propres recherches, probablement pour l'éliminer avant qu'elle ne puisse témoigner. Cette découverte confirma ses pires craintes et renforça sa détermination à survivre. Elle redoubla de prudence, ne sortant de sa grotte qu'aux heures où la visibilité était réduite, et prenant soin d'effacer toute trace de sa présence. Au 10e jour, l'état physique de Sarah commença à se dégrader sérieusement. Malgré ses efforts pour trouver de la nourriture, elle perdait du poids rapidement et ses forces diminuaient. Les nuits étaient de plus en plus froides et elle avait du mal à maintenir sa température corporelle, même avec un feu dans la grotte. Pire encore, elle développa une infection à la jambe gauche suite à une coupure qu'elle s'était faite en cherchant du bois. Sans antiseptique ni antibiotiques, la plaie s'infecta rapidement et la douleur devint difficilement supportable. Elle savait que si l'infection se généralisait, elle n'aurait aucune chance de survie. C'est à ce moment critique qu'elle prit une décision douloureuse mais nécessaire. Elle devait achever son message sur la pierre et trouver un moyen de le placer dans un endroit où il serait forcément découvert par les équipes de secours, même si elle-même n'y survivait pas. Sarah termina la gravure de son témoignage le 11e jour. Le message était long et détaillé, couvrant toute la surface utilisable de la pierre. Elle y avait inscrit non seulement les faits qu'elle avait observés, mais aussi ses déductions concernant le réseau de trafiquants et la mort d'Antoine. Elle avait même ajouté quelques instructions pour retrouver la zone de prélèvement illégal et des conseils pour identifier les complices de marchands. La question était maintenant de savoir où placer ce témoignage pour qu'il soit découvert. Sarah étudia attentivement la topographie de la région depuis sa grotte et identifia plusieurs points de passage obligés pour les équipes de secours. Elle choisit finalement un petit col situé à environ 1 heure de marche de sa position, par lequel devaient forcément passer tous ceux qui fouillaient le secteur. Le 12e jour, malgré sa faiblesse croissante et la douleur de sa jambe infectée, Sarah se mit en route vers le col avec sa pierre. Le transport fut particulièrement difficile car le bloc pesait plusieurs kilos et qu'elle devait progresser sur un terrain escarpé et rendu glissant par la neige. Elle atteignit finalement le col vers le milieu de l'après-midi et chercha l'endroit idéal pour placer son message. Elle le posa finalement sur un cairn existant, une pile de pierres traditionnellement utilisée pour marquer les sentiers en montagne. De cette façon, sa pierre gravée ne passerait pas inaperçue pour des randonneurs ou des secouristes expérimentés. Sarah ajouta même quelques pierres supplémentaires au cairn pour attirer l'attention, en prenant soin de placer sa pierre gravée de façon bien visible. Elle était épuisée par cet effort, et la douleur de sa jambe était devenue insupportable. Mais elle avait le sentiment d'avoir accompli quelque chose d'important. Le retour vers sa grotte fut un calvaire. Elle dut faire plusieurs pauses et faillit s'évanouir à plusieurs reprises. Quand elle atteignit finalement son abri, elle était dans un état critique et savait qu'elle n'avait plus beaucoup de temps devant elle. Les 13e et 14e jours furent les plus difficiles de toute l'épreuve. L'infection de la jambe de Sarah s'était étendue et elle faisait maintenant de la fièvre. Elle passait des heures dans un état semi-délirant, alternant entre moments de lucidité et phases de confusion. Malgré son état, elle continuait à lutter pour sa survie avec une détermination remarquable. Elle buvait autant d'eau que possible pour lutter contre la déshydratation causée par la fièvre, et elle maintenait un feu constant dans la grotte pour préserver sa température corporelle. C'est pendant ces dernières heures critiques qu'elle entendit enfin ce qu'elle attendait depuis 2 semaines. Le bruit caractéristique d'un hélicoptère de secours qui se rapprochait de sa position. Mais cette fois, quelque chose était différent. L'appareil semblait voler de manière très méthodique, suivant un quadrillage serré de la zone. Sarah rassembla ses dernières forces et sortit de sa grotte. Elle vit l'hélicoptère orange et bleu du PGHM, peloton de gendarmerie de haute montagne, qui évoluait dans la vallée à quelques centaines de mètres de sa position. Elle agita désespérément les bras, mais l'appareil était trop loin pour que l'équipage puisse la voir. Comprenant qu'elle avait peu de chances d'être repérée depuis sa grotte, Sarah prit une dernière décision héroïque.
Malgré sa jambe infectée et sa faiblesse extrême, elle se dirigea vers une zone plus dégagée où elle aurait plus de chances d'être vue depuis les airs. Le trajet fut atroce. Elle devait s'arrêter tous les quelques mètres pour reprendre son souffle et la douleur de sa jambe lui arrachait des larmes. Mais l'idée que sa mère puisse enfin savoir ce qui lui était arrivé lui donnait la force de continuer. Elle atteignit finalement une petite clairière située sur un replat rocheux parfaitement visible depuis le ciel. L'hélicoptère était maintenant assez proche et elle pouvait voir les secouristes qui scrutèrent le terrain avec des jumelles. Elle ôta sa veste rouge vif et l'agita au-dessus de sa tête avec toute l'énergie qui lui restait. Le capitaine Jean-Baptiste Fontaine dirigeait cette opération de recherche depuis maintenant 13 jours. Commandant de l'unité de secours en montagne de Chamonix, il avait participé à des centaines de sauvetages au cours de sa carrière. Mais l'affaire Sarah Dumont le préoccupait particulièrement. Dès le premier jour, plusieurs éléments l'avaient intrigué dans le récit du professeur Marchand. D'abord, il trouvait étrange qu'une étudiante expérimentée comme Sarah puisse se perdre sur un sentier qu'elle connaissait déjà. Ensuite, le comportement de Marchand lui-même semblait bizarre. Le professeur paraissait plus préoccupé par la récupération de son matériel scientifique que par le sort de son étudiante. Fontaine avait également remarqué que Marchand orientait constamment les recherches vers des zones où il était peu probable de trouver Sarah, compte tenu de la direction qu'elle avait prise selon les témoignages des autres étudiants. Quand le capitaine avait proposé d'étendre les recherches vers l'est, Marchand avait insisté pour qu'on se concentre sur les zones ouest et sud. Le 13e jour, Fontaine avait décidé de passer outre les conseils de Marchand et d'organiser ses propres recherches dans les secteurs qu'il jugeait les plus probables. C'est cette décision qui permit finalement de retrouver Sarah. Quand l'adjudant-chef Michel Delacroix, qui scrutait le terrain depuis l'hélicoptère, aperçut une tache rouge qui bougeait sur le replat rocheux, il eut d'abord du mal à croire ses yeux. Après 13 jours de recherches intensives, ils avaient enfin retrouvé la jeune fille disparue. « Contact visuel avec la victime », cria-t-il dans son micro. « Zone de posée possible à 200 mètres au nord de sa position. » L'hélicoptère se posa immédiatement et l'équipe médicale courut vers Sarah. Le docteur Claire Rousselin, médecin urgentiste spécialisé dans les secours en montagne, fut la première à atteindre la jeune fille. Ce qu'elle découvrit la choqua profondément. Sarah était dans un état critique mais consciente. Elle avait perdu près de 10 kilos en 2 semaines. Sa jambe gauche était visiblement infectée et elle présentait tous les signes d'une déshydratation sévère. Mais ce qui frappa le plus Dr Rousselin, c'est que malgré son état physique alarmant, Sarah gardait une lucidité remarquable et semblait désespérément vouloir communiquer quelque chose d'important. « Il faut que je vous dise quelque chose d'important », murmura Sarah d'une voix à peine audible. « Marchand, ce n'est pas un accident. » Le docteur Rousselin se pencha vers elle pour mieux entendre, mais Sarah perdait ses forces rapidement. L'équipe médicale se concentra sur la stabilisation de son état avant l'évacuation vers l'hôpital. Ils lui posèrent une perfusion, désinfectèrent sa plaie infectée et l'emmaillotèrent dans des couvertures de survie. Pendant le transport vers l'hélicoptère, Sarah répétait sans cesse la même chose. La pierre. Trouver la pierre. Au col. Mais ses paroles étaient si faibles que les secouristes pensèrent qu'elle délirait à cause de la fièvre. L'évacuation vers le centre hospitalier de Grenoble se déroula sans incident. Sarah fut immédiatement prise en charge par l'équipe de réanimation dirigée par le docteur Patrick Lombard. Son état était critique, mais stable, et les médecins étaient optimistes quant à ses chances de récupération complète. Pendant que Sarah luttait pour sa vie dans le service de réanimation, le capitaine Fontaine supervisait les opérations de récupération du matériel qu'elle avait abandonné dans sa grotte. C'est l'adjudant-chef Delacroix qui découvrit l'abri improvisé où la jeune fille avait survécu pendant 2 semaines. « Mon capitaine, vous devriez voir ça », appela Delacroix depuis l'entrée de la grotte. « Cette gamine est vraiment remarquable. Regardez comme elle s'est organisée. » Fontaine explora la grotte et fut impressionné par l'ingéniosité dont avait fait preuve Sarah.
Elle avait aménagé un véritable petit camp de survie avec un système de récupération d'eau, un foyer bien ventilé et même un garde-manger rudimentaire où elle stockait ses maigres provisions. Mais ce qui intrigua le plus Fontaine, c'est qu'il découvrit dans la grotte des traces d'activités récentes qui ne correspondaient pas à de la simple survie. Sarah avait manifestement travaillé sur quelque chose de précis, utilisant des outils pour graver ou découper. Il trouva des copeaux de pierre et des fragments de métal qui suggéraient un travail minutieux et prolongé. En corrélant ses observations avec les paroles confuses de Sarah sur la pierre et le col, Fontaine commença à soupçonner que la jeune fille avait peut-être laissé un message quelque part. Il décida d'organiser une recherche systématique dans les environs, en se concentrant sur les cols et les points de passage obligés. Le lendemain matin, l'équipe de Fontaine entreprit de fouiller méthodiquement tous les cols accessibles depuis la grotte de Sarah. C'est l'adjudant-chef de la Croix qui découvrit le cairn modifié vers 10h30 sur le petit col que Sarah avait choisi pour placer son témoignage. « Capitaine, j'ai quelque chose d'intéressant ici », appela de la Croix. Ce cairn a été modifié récemment et il y a une pierre qui ne ressemble pas aux autres. Fontaine examina attentivement la pierre gravée et réalisa immédiatement qu'il tenait entre ses mains un témoignage exceptionnel. Le message de Sarah était long, détaillé et racontait une histoire qui changeait complètement la nature de l'enquête. « Il faut immédiatement prévenir la gendarmerie », dit Fontaine après avoir lu le message. « Cette affaire dépasse largement un simple accident de montagne. On a probablement affaire à un réseau criminel et peut-être même à un meurtre. » Le message gravé par Sarah était d'une précision remarquable. Elle y décrivait en détail sa découverte du trafic de minéraux organisé par marchands. La conversation qu'elle avait surprise entre le professeur et son complice Vincent et ses soupçons concernant la mort d'Antoine Lefebvre. Elle avait également pris soin de donner les coordonnées GPS approximatives du cirque où se déroulaient les prélèvements illégaux, ainsi que des descriptions détaillées des personnes impliquées et des méthodes utilisées pour écouler les minéraux volés. Mais ce qui rendait ce témoignage particulièrement troublant, c'est que Sarah y expliquait clairement pourquoi elle avait choisi de se perdre volontairement plutôt que de retourner avec le groupe. Elle avait compris qu'elle était en danger de mort et qu'elle était probablement destinée à subir le même sort qu'Antoine Lefebvre. Fontaine contacta immédiatement le lieutenant Marc Delacroix de la section de recherche de la gendarmerie de Grenoble, spécialisée dans les enquêtes criminelles complexes. Delacroix était un enquêteur expérimenté qui avait déjà traité plusieurs affaires de trafic dans les parcs nationaux. Mais rien d'aussi important que ce que révélait le témoignage de Sarah. En attendant l'arrivée des enquêteurs, Fontaine prit soin de sécuriser la zone et de photographier le message sous tous les angles. Il fit également protéger la pierre gravée pour préserver ce qui constituait maintenant une pièce à conviction cruciale. Le lieutenant Delacroix arriva sur les lieux dans l'après-midi du même jour, accompagné d'une équipe de techniciens de l'identité judiciaire et d'un géologue expert de l'Université de Lyon, le professeur Michel Grandjean, appelé en urgence pour évaluer la crédibilité des accusations portées contre Marchand. L'équipe commença par examiner minutieusement la pierre gravée par Sarah. Le professeur Grandjean confirma immédiatement que les descriptions géologiques contenues dans le message révélaient des connaissances précises et spécialisées qui ne pouvaient provenir que d'une personne réellement formée en minéralogie. Ces descriptions sont d'une précision remarquable, expliqua Grandjean. Les espèces minérales mentionnées, leur association géologique, les conditions de formation décrites, tout cela correspond parfaitement à ce qu'on peut effectivement trouver dans cette région. Cette jeune fille sait manifestement de quoi elle parle. Delacroix organisa ensuite une expédition vers le cirque décrit par Sarah en utilisant les coordonnées qu'elle avait gravées sur la pierre. Le site était effectivement situé dans une zone très reculée du parc national, accessible uniquement par le sentier non balisé que Marchand utilisait pour ses expéditions clandestines. Ce que découvrit l'équipe d'enquêteurs sur place dépassa leurs attentes. Le cirque montrait des traces évidentes de prélèvements intensifs et méthodiques. Trous de forage, zones d'extraction,
débris d'emballage professionnel pour protéger les cristaux fragiles. Il était évident qu'une exploitation minière clandestine avait eu lieu dans cette zone pendant une période prolongée. Plus troublant encore, l'équipe découvrit des traces de présence récente. Restes de campement, détritus, et surtout, des traces de véhicules tout-terrain qui menaient vers une ancienne piste forestière, située à plusieurs kilomètres du sentier officiel. Cette piste permettait d'évacuer discrètement de gros volumes de matériel sans passer par les zones surveillées du parc. Parallèlement, Delacroix lança une enquête administrative sur les activités de Marchand et sur les circonstances de la disparition d'Antoine Lefèvre. Il découvrit rapidement plusieurs éléments troublants qui corroboraient le témoignage de Sarah. D'abord, l'enquête révéla que Marchand avait organisé au cours des 5 dernières années pas moins de 15 expéditions dans des zones reculées des Alpes, toujours avec de petits groupes d'étudiants triés sur le volet. Plusieurs de ces expéditions avaient donné lieu à des incidents. Étudiants blessés, matériel perdu, changement d'itinéraire de dernière minute. Ensuite, l'enquête administrative révéla que 4 étudiants particulièrement brillants avaient mystérieusement abandonné leurs études ou avaient été orientés vers d'autres universités après avoir participé aux expéditions de Marchand. Tous ces étudiants avaient des profils similaires, excellents résultats, spécialisation en minéralogie et personnalité décrite comme curieuse et indépendante. Concernant Antoine Lefèvre spécifiquement, Delacroix découvrit que les circonstances de sa mort étaient beaucoup plus floues que ne le laissait entendre le rapport officiel. Le corps n'avait jamais été retrouvé, l'enquête avait été classée très rapidement et plusieurs témoignages de l'époque contenaient des contradictions troublantes. Fort de ces éléments, Delacroix obtint un mandat de perquisition pour le domicile et le bureau de Marchand. L'opération fut menée simultanément le surlendemain matin, pendant que le professeur donnait un cours magistral à l'université. Ce que découvrirent les enquêteurs dépassa toutes leurs attentes. Dans le sous-sol de la maison de Marchand, ils trouvèrent un véritable entrepôt de minéraux rares, soigneusement catalogués et emballés pour la vente. La collection comprenait des centaines de spécimens d'une valeur estimée à plusieurs centaines de milliers d'euros. Plus accablante encore, Marchand tenait des registres détaillés de ses prélèvements, avec les dates, les lieux et les valeurs marchandes de chaque lot. Ces documents révélaient l'ampleur du trafic. Plus de 2 millions d'euros de minéraux écoulés au cours des 5 dernières années auprès de collectionneurs privés en Suisse, en Allemagne et au Japon. Les enquêteurs découvrirent également des documents qui confirmaient l'existence du réseau décrit par Sarah. Ils trouvèrent notamment la trace de plusieurs transferts d'argent importants vers un compte suisse appartenant à un certain Vincent Kessler, marchand de minéraux basé à Genève et spécialisé dans les pièces rares d'origine alpine. Mais la découverte la plus troublante fut celle d'un carnet personnel dans lequel Marchand consignait ses réflexions sur ses étudiants. Plusieurs entrées concernaient Antoine Lefèvre et révélaient que le professeur le considérait comme trop curieux et potentiellement problématique. La dernière entrée concernant Antoine, datée de la veille de sa disparition, était particulièrement inquiétante. Elle pose trop de questions, solution définitive nécessaire. Marchand fut arrêté le jour même à la sortie de son cours. Face aux preuves accablantes découvertes lors des perquisitions, il tenta d'abord de nier, puis finit par avouer partiellement ses activités de trafic. Cependant, il nia catégoriquement toute implication dans la mort d'Antoine Lefèvre, prétendant qu'il s'agissait réellement d'un accident. L'arrestation de Marchand déclencha immédiatement une opération internationale pour démanteler son réseau. Vincent Kessler fut arrêté à Genève et son commerce de minéraux perquisitionné. Les autorités suisses découvrirent dans ses locaux plusieurs lots de cristaux manifestement d'origine française, ainsi que des correspondances détaillées avec Marchand remontant à plus de 3 ans. Pendant que l'enquête progressait, Sarah récupérait lentement à l'hôpital de Grenoble. L'infection de sa jambe avait été maîtrisée grâce aux antibiotiques et son état général s'améliorait de jour en jour. Cependant, les médecins constataient qu'elle souffrait d'un stress post-traumatique important et qu'elle avait du mal à parler de son expérience.
Ce n'est qu'au bout d'une semaine d'hospitalisation que Sarah accepta de recevoir la visite du lieutenant Delacroix pour donner sa version détaillée des événements. Ce témoignage oral, enregistré en présence de son avocat et d'un psychologue, apporta de nombreux éléments supplémentaires à l'enquête. Sarah révéla notamment l'existence d'autres sites de prélèvement que Marchand utilisait pour ses activités illégales. Elle décrivit également avec précision les méthodes utilisées par le professeur pour sélectionner ses étudiants et pour s'assurer de leur silence. Il choisissait toujours des étudiants qui avaient besoin de lui pour leur avenir professionnel, expliqua Sarah. Des étudiants brillants mais issus de milieux modestes qui ne pouvaient pas se permettre de contrarier un professeur influent. Il créait un climat de dépendance et de chantage implicite. Sarah révéla aussi qu'Antoine Lefebvre lui avait confié, quelques jours avant sa disparition, qu'il soupçonnait Marchand de trafic. Antoine avait remarqué des incohérences dans les autorisations de prélèvement et avait commencé à poser des questions gênantes. Il avait même mentionné son intention de contacter les autorités du parc national. Antoine était quelqu'un de très honnête et de très déterminé, se souvenait Sarah. Quand il découvrait quelque chose qui n'allait pas, il ne pouvait pas se taire. Je pense que c'est exactement ce qui lui a coûté la vie. Le témoignage de Sarah permit également d'identifier plusieurs autres victimes potentielles du système mis en place par Marchand. L'enquête révéla que le professeur avait utilisé différentes méthodes pour faire disparaître les étudiants gênants. Fausses accusations de plagiat, orientation forcée vers d'autres universités, et dans le cas d'Antoine, élimination physique. Le procès de Laurent Marchand s'ouvrit au tribunal de grande instance de Grenoble 18 mois après son arrestation. L'affaire avait fait sensation dans le milieu universitaire et avait soulevé de nombreuses questions sur les contrôles exercés dans les établissements d'enseignement supérieur. Marchand comparaissait pour trafic de biens culturels, violation de la réglementation des parcs nationaux, corruption et surtout assassinat sur la personne d'Antoine Lefebvre. Vincent Kessler était jugé en même temps pour recel et complicité. Sarah, remise de ses blessures physiques mais encore fragile psychologiquement, témoigna avec courage et précision. Elle raconta en détail sa découverte du trafic, sa fuite dans la montagne et sa survie de 14 jours. Son témoignage, corroboré par les preuves matérielles et les aveux partiels de Marchand, fut déterminant pour l'issue du procès. Le message gravé sur la pierre fut présenté comme pièce maîtresse de l'accusation. Cette preuve unique en son genre impressionna profondément le jury, qui réalisa l'extraordinaire détermination dont avait fait preuve la jeune fille pour révéler la vérité. L'enquête complémentaire menée pendant l'instruction avait permis de retrouver le corps d'Antoine Lefebvre dans une crevasse située à plus de 10 km du lieu de sa disparition officielle. L'expertise médico-légale révéla que le jeune homme avait été tué d'un coup violent à la tête avant d'être transporté et dissimulé dans cette crevasse. Cette découverte confirma définitivement la version de Sarah et prouva que Marchand était bien un assassin qui n'hésitait pas à éliminer physiquement les témoins gênants. Le procès révéla également l'ampleur du réseau international mis en place par Marchand et Kessler. Au total, plus de 3 millions d'euros de minéraux avaient été écoulés illégalement, représentant un préjudice considérable pour le patrimoine naturel français. Laurent Marchand fut condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour assassinat, trafic et corruption. Vincent Kessler écopa de 15 ans d'emprisonnement pour complicité. L'ensemble de leurs biens fut confisqué pour dédommager les victimes et financer des programmes de protection du patrimoine naturel. Sarah reprit ses études après le procès, mais dans une autre université et avec une nouvelle orientation. L'épreuve qu'elle avait traversée avait changé sa perspective sur la vie et ses priorités professionnelles. Elle se dirigea vers la géologie environnementale et la protection des sites naturels, déterminée à empêcher que de tels trafics puissent se reproduire. Elle obtint son master avec mention très bien et poursuivie par un doctorat sur les méthodes de surveillance et de protection des sites géologiques sensibles. Sa thèse, soutenue en 2024, est aujourd'hui considérée comme une référence dans le domaine et a contribué à renforcer la réglementation sur les prélèvements dans les parcs nationaux.
Sarah travaille aujourd'hui comme experte auprès du ministère de l'Environnement et intervient régulièrement dans la formation des gardes-parcs et des gendarmes spécialisés dans la lutte contre le trafic de biens naturels. Elle a également créé une association de sensibilisation aux dangers du pillage géologique qui porte le nom d'Antoine Lefebvre. Sa mère, Marie Dumont, n'a jamais complètement récupéré du traumatisme de ces 14 jours où elle a cru avoir perdu sa fille. Mais elle est immensément fière du courage dont a fait preuve Sarah et du combat qu'elle mène aujourd'hui pour protéger l'environnement. Le capitaine Fontaine, qui avait dirigé l'opération de sauvetage, reçut une distinction pour son travail exemplaire dans cette affaire. Il continue à diriger les secours en montagne et cite souvent l'affaire Sarah Dumont comme un exemple de la détermination humaine face à l'adversité. Quant au site où Sarah avait survécu, il est devenu un lieu de pèlerinage pour les alpinistes et les géologues. La grotte où elle s'était abritée porte aujourd'hui son nom, et le col où elle avait placé son message est marqué par une plaque commémorative en l'honneur de son courage et de sa détermination. L'affaire Marchand a également eu des répercussions importantes sur la réglementation universitaire. De nouveaux contrôles ont été mis en place pour surveiller les expéditions scientifiques, et les universités sont désormais tenues de signaler tout incident survenant lors de sorties pédagogiques. Cette histoire nous montre comment le courage d'une jeune femme face à l'adversité peut révéler des crimes terribles et permettre à la justice de triompher. Qu'en pensez-vous? Auriez-vous eu le courage de faire le même choix que Sarah? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette enquête approfondie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresserait aussi à ce type de cas.